Salut à tous, je suis très heureux de vous retrouver sous le soleil grec. Après avoir parlé de la société et du travail, nous avons commencé à parler de la notion d'oikos ou oika. L'oikos correspond, comme nous l'avons vu le mois dernier, à la famille, les habitants d'une maison. Mais à travers ce thème, nous n'avons en réalité qu'abordé seulement la moitié de ce que représente l'oikos. En effet, non seulement il représente les habitants d'une maison, mais la maison en elle-même, l'habitat. Et c'est bien de ça qu'il est question aujourd'hui. La période qui nous intéresse, en gros de la bataille de Salamine en moins 480 à la mort d'Alexandre, 150 ans plus tard, eh bien cette période correspond à un pic de peuplement de la Grèce. C'est le véritable âge d'or de la péninsule. En 432 avant Jésus-Christ, soit à la veille de la guerre du Péloponnèse, on estime que 3 millions d'habitants vivent sur ce territoire, correspondant à peu près à la Grèce actuelle. Les cités développent assez vite une politique d'urbanisation pour optimiser le développement de la ville, tout en gardant une certaine maîtrise de l'espace. Les rues se coupent en angle droit pour faciliter la circulation et sont pensées larges. Certaines allées allaient jusqu'à 40 mètres de large. Des espaces sont réservés aux sanctuaires et aux activités sociales communes comme les marchés ou les différentes fonctions politiques que l'on regroupe. Le Pirée, le grand port d'Athènes, voit même l'édification de maisons semblables les unes aux autres selon un même programme urbanistique. Cette idée assez tardive dans le monde grec semble vouloir essayer de traduire l'idée d'égalité entre citoyens. Dans les cités, le découpage en îlots des quartiers d'habitation, réservant une part équivalente à chaque maison, permet l'élaboration d'un plan type, parfois répété sur l'ensemble d'un quartier. L'époque classique correspond enfin à l'apparition de nombreux nouveaux bâtiments, dont ceux destinés au spectacle, comme les théâtres. Mais ça, nous en parlerons une autre fois. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur la maison. Prenons pour commencer l'exemple de la maison citadine. La base des murs est en pierre. Puis, ces élévations sont plutôt en briques ou en bois, matériaux bien moins coûteux. Les murs sont enfin coiffés de toits en terrasse ou en légère pente, construits en terre cuite. Les plus modestes ont des maisons beaucoup plus simples, en pisé ou en torchis. Et les plus pauvres sont encore moins bien lotis. Direction des baraques en bois adossées directement aux froides murailles. À noter l'existence de certains habitats troglodytes dans la roche. Et les sans-abri, vous allez me dire, nous l'avons déjà vu dans une vidéo précédente, ils sont très nombreux dans les grandes cités. Et, nous l'avons dit dans l'épisode sur le travail, ils se rassemblent souvent en des lieux donnés pour espérer y dégoter un travail. Il est difficile de décrire une maison type. Une grande diversité s'observe sur le terrain, mais nous allons nous attarder sur les éléments récurrents. À noter d'ailleurs que nous prenons le modèle le plus courant observé dans les zones les plus peuplées de Grèce, qui n'est pas forcément présent dans les zones les plus reculées, comme la Crète, où les modèles plus anciens d'habitat vont persister de longs siècles. Les maisons les plus modestes sont de plein pied. Il faut noter que la présence d'un étage dans votre demeure est le signe d'une certaine aisance. Les maisons des riches sont conçues à partir de plans et avec des dimensions très variées. La maison est construite de telle façon que son exposition fasse face au sud, utilisant même parfois la pente du terrain pour optimiser l'ensoleillement des pièces. On observe une très réelle maîtrise architecturale. Les bâtiments sont articulés autour d'une cour fermée avec l'hôtel domestique en son centre. Toutes les pièces de la maison seront ainsi reliées entre elles par cet espace extérieur. Plus tard, les péristyles, colonnades entourant la cour intérieure, se généraliseront, mais ce n'est pas encore le cas à notre époque. Dans tous les cas, ce modèle se retrouve dans l'ensemble du monde grec, et qu'il correspond à la fois aux contraintes du climat méditerranéen, mais aussi à la nécessité sociale de se protéger du regard extérieur.
La rareté, ou le placement en hauteur des ouvertures, des fenêtres et des portes, montre que le regard intrusif du passant n'est pas du tout recherché chez les Grecs. Et d'ailleurs, Plutarque nous le rappelle à travers ces quelques lignes. Assurément, il n'est pas coutumier d'entrer dans une maison étrangère sans frapper à la porte. Habituons-nous, en passant devant la porte d'autrui, à ne pas regarder à l'intérieur. Il n'y a pas de différence entre jeter les yeux ou mettre les pieds dans la maison d'autrui. Une particularité semble également se dessiner. La maison a tendance à séparer les lieux d'activité, voire de repas dans les grandes demeures, des hommes et des femmes. Le gynécée est le nom de l'espace réservé aux femmes et à l'éducation des jeunes enfants. Nous en avons un petit peu parlé dans l'épisode précédent. Alors, là, je prends des pincettes sur cette information très populaire de la vie des Grecs anciens. Car en réalité, l'archéologie ne permet pas de documenter l'existence d'appartements qui, par leur forme, leur architecture ou leur matériel, auraient été réservés aux femmes. Et elle documente encore moins l'existence d'une réclusion des femmes dans une ou plusieurs pièces de la maison. Le rapport entre hommes et femmes doit être géré plutôt selon les circonstances. Comme nous l'avons déjà évoqué, les femmes se déplacent librement au sein de la maison. Mais elles ne doivent pas apparaître par exemple lors d'un banquet. Elles ne doivent pas ouvrir la porte ni se présenter devant des inconnus. Les rapports hommes-femmes seraient donc moins une question de lieu que de moment. Et encore une fois, nous l'avons déjà indiqué dans l'épisode précédent, une telle planification ne concerne que les familles de haut niveau social. Étant bien entendu que pour les familles les plus modestes, ne disposant pas de main-d'œuvre servile, la condition des femmes était sans doute plus souple, entre guillemets, moins contraignante, et leur permettait par exemple de se rendre au marché pour y vendre leurs produits. Au-delà de cette question, il faut s'attarder sur un élément, le luxe privé. Il est traditionnellement assez mal vu dans les cités démocratiques, où même les plus riches sont censés garder des maisons d'aspect modeste. Mais avec le temps, ces plus riches vont commencer à se détacher de cette tradition de modestie, au plus grand regret de nombreux penseurs. Lier maisonnée et ses habitants, comme on le fait depuis tout à l'heure, en un seul mot avec oikos, est plutôt logique, tant les deux sont liés. Les différentes générations d'une famille vivent dans la même maison, qui devient le siège, passant du père au fils, et ainsi de suite. Bon, bien sûr, nous parlons de maison depuis tout à l'heure, mais il faut garder à l'esprit que l'accès à la propriété est réservé aux citoyens. Les autres doivent louer leurs parcelles. Et c'est ainsi que la catégorie de rentiers se donne accès à la vie politique, s'évitant la tâche ingrate du travail. D'ailleurs, si on veut faire une petite parenthèse sur l'habitat rural, eh bien faisons-le. On retrouve là une grande variété de bâtiments, souvent construits en pisé. L'espace n'est bien souvent constitué d'une seule grande pièce de vie, prolongée par un atelier, un cellier ou encore une étable. Dès que possible, la pièce de vie des animaux est communicante avec la maison, pour profiter de leur chaleur l'hiver. Ajoutez à cela un grenier pour les réserves, et vous avez la représentation assez simple, et finalement assez intemporelle quand on y pense, d'une maison rurale européenne. Cependant, certaines grandes fermes optent pour le modèle des maisons urbaines, et forment de véritables petits hameaux avec tous les bâtiments annexes de ferme et une immense cour intérieure. Bon, je pense que vous commencez à avoir une idée d'à quoi peut ressembler une maison grecque. Mais il nous reste maintenant à entrer dans cette bâtisse pour en observer l'intérieur. Dans notre maison grecque, l'agencement et les meubles sont sobres. Mais cette simplicité est immédiatement compensée quand possible par un décor très varié. Tapis, teintures de murs, rideaux et mosaïques pour les plus riches. Les humbles mangent sur des nattes, les aisés sur des fauteuils et chaises. Il n'est pas rare que les riches citoyens soient même d'ailleurs suivis dehors par un esclave portant un siège pliable pour s'installer n'importe où et parler avec ses confrères dans la rue. Pour manger avec des invités, une salle spéciale réservée aux hommes, l'andron, est prévue.
Des lits de banquet, les clinets, pouvant recevoir 2 à 3 personnes chacun, sont disposés avec à portée de main des petites tables basses pour la nourriture. Côté literie, les lits en bois ont des sangles de cuir en guise de sommier. Par-dessus est placé un matelas en roseau ou de la paille pour les plus modestes. Les riches s'endorment sur une version rembourrée de plantes cotonneuses. Autour, pas encore d'armoire en Grèce antique. Tout est rangé dans d'immenses coffres. Continuons notre exploration côté cuisine. La nourriture est gardée dans des amphores et paniers stockés dans un cellier au rez-de-chaussée. Un simple brasero sert à la cuisson, et le matériel autour est aussi simple que pratique, en argile, céramique ou métal. Nous trouvons principalement des ustensiles en terre cuite bon marché, et les couverts sont plutôt rares. La fourchette est encore inconnue. La cuillère est réservée pour le service, et le couteau pour la viande, un mets assez rare. Alors, on se sert de ses mains. Si on termine notre tour avec l'hygiène, eh bien, pas de salle de bain. Pour se laver, les modestes comptent sur une vasque dans la cour, une baignoire pour les très riches. Mais en réalité, on préfère les bains publics très utilisés. On y trouve de l'eau chaude en quantité et c'est l'occasion de bavarder. La place des bains publics dans la sociabilité des Grecs est d'ailleurs immense. Dans ce sens, y aller est possible pour une somme véritablement modique. Petite particularité pour les Spartiates qui, eux, se vantent de ne se laver uniquement à l'eau froide. L'eau à la maison est de toute façon l'un des plus grands problèmes dans ce climat où la pluie se fait rare. On garde celle qui s'écoule des toits dans de grandes jarres, mais pas de quoi se laver au quotidien. Les plus grandes maisons ont un puits, surtout dans les régions assez sèches comme l'Attique, mais il en faut du courage car il faut parfois creuser jusqu'à 18 mètres pour obtenir la précieuse eau. En ville, de toute façon, les fontaines publiques ne manquent pas pour subvenir à ses besoins et permettent un approvisionnement continu et égalitaire. En hiver, le grec a l'habitude de températures assez douces et le soleil reste le principal chauffage. Il allume un feu quand il faut vraiment et le but étant de remplir alors un brasero en terre cuite avec des braises. Il est cependant visiblement rare de devoir se chauffer. Les archéologues ont retrouvé très peu de cheminées ou de véritables foyers. D'ailleurs, l'archéologie semble montrer que les Grecs vont interchanger leur utilisation des pièces au gré des saisons et des besoins, en luminosité, en chaleur ou en aération. De ce fait, il existe très peu de structures pérennes dans la maison grecque. Pour l'éclairage la nuit, eh bien, vous retrouverez des lampes à huile dans les pièces et des torches à l'extérieur ou dans la cour. Et c'est donc dans l'ombre de la nuit que nous pouvons conclure cette vidéo sur l'habitat grec. Véritables maîtres en architecture, ces derniers ont commencé à élaborer des véritables politiques d'urbanisation afin de répondre à leurs valeurs sociétales, mais surtout à la réalité de la vie dans le bassin méditerranéen. Les vestiges archéologiques de ces maisons restent rares et ont encore sûrement beaucoup de secrets à nous révéler. Maintenant que nous avons une meilleure idée de l'espace dans lequel les Grecs anciens vivent, je vous propose dans le prochain épisode de commencer à étudier leur mode de vie, comment ils s'habillent, mangent, la place du jeu, de la beauté, bref, on a encore beaucoup de choses à dire avant de passer aux grandes disciplines que peuvent être le sport ou la médecine par exemple. Je vous dis à très bientôt et que l'histoire soit avec vous.